Maria Muñoz était une mère de famille de 31 ans vivant une jolie vie aux États-Unis. Elle avait son mari qu'elle aimait, 2 beaux enfants et une très bonne situation financière. Mais en 2020, son mari va appeler les secours après avoir retrouvé inanimée dans son lit. Selon lui, elle aurait pris des médicaments et aurait succombé. Mais pour les enquêteurs, la situation paraissait bien plus complexe et très vite, on comprendra qu'elle avait en fait été victime d'un acte criminel. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Maria Muñoz, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire qui est assez récente. Elle s'est passée en 2020, le procès a eu lieu en 2023. C'est une histoire qui est vraiment triste, mais j'ai pas envie de vous en dire trop pour le moment. C'est une enquête qui va révéler pas mal de choses qui sont assez surprenantes et moi, en écrivant la vidéo, j'étais réellement surprise et assez triste de toute la tournure des événements. Sinon, avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui le feront. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram si vous voulez en savoir un peu plus sur ma vie au quotidien, si vous voulez qu'on discute ensemble, voilà, donc n'hésitez pas. À présent, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette triste affaire. Maria Eugenia Muñoz est née le 25 janvier 1989 au Porto Rico, une île des Caraïbes. Maria était connue pour être une jeune femme généreuse et au grand cœur. Beaucoup disaient qu'elle avait un sourire radieux et qu'on pouvait toujours compter sur elle. Clairement, si sa famille ou ses amis avaient le moindre problème, elle se libérait et était toujours là pour eux. Et puis sinon, au niveau de ses hobbies, elle avait une très grande passion pour le piano. À 18 ans, elle s'est lancée dans des études pour devenir infirmière et en 2011, elle a décroché un travail dans un hôpital. C'est d'ailleurs dans le cadre de son travail qu'elle avait fait la rencontre d'un homme du nom de Joel Pello qui avait 11 ans de plus qu'elle. Pour vous parler un peu plus de Joel, à cette époque, il avait 33 ans et était étudiant en soins infirmiers. C'était un homme connu pour être très intelligent, très travailleur, mais aussi tourné vers sa famille. C'est d'ailleurs toutes ces qualités qui avaient fait que Maria était assez rapidement tombée amoureuse de lui. En tout cas, ils ont vite commencé à sortir ensemble et se sont mariés très peu de temps après. Par la suite, le couple a décidé d'aller vivre aux États-Unis et ils ont emménagé dans la ville de Laredo, dans l'état du Texas. Là-bas, Joel a obtenu un emploi en tant qu'infirmier anesthésiste. Ça voulait donc dire qu'il aidait à fournir certains médicaments utilisés pour soulager la douleur ou aider les patients à rester endormis pendant une intervention chirurgicale. De plus, son travail était aussi de surveiller les patients avant, pendant et après une chirurgie. Pour Joel, c'était clairement un travail de rêve, il aimait ce qu'il faisait et il s'efforçait d'être le meilleur infirmier possible. Mis à part ça, au point de vue personnel, après s'être installé dans une belle maison au Texas, Maria et Joel ont eu 2 fils. Maria était le genre de maman très attentionnée, elle adorait ses 2 petits garçons. La journée, elle avait tendance à les emmener souvent au parc pour qu'ils puissent jouer, prendre l'air, et le soir, c'était le genre de maman qui leur lisait toujours une histoire jusqu'à ce qu'ils s'endorment. C'était en soi vraiment une mère très dévouée. Les choses semblaient aller assez bien dans la vie du couple. Sur ses réseaux sociaux, Joel publiait constamment des photos de sa femme et de ses enfants. Il se vantait d'ailleurs assez régulièrement auprès de ses amis et de ses collègues de l'extraordinaire générosité de sa femme et de tout l'amour que ses enfants lui donnaient. Mais donc voilà, si en apparence la vie de cette famille paraissait en tout point parfaite, si on se penche un petit peu sur leur réalité, sur ce qu'il se passe derrière les portes fermées, on peut voir que tout n'était pas si rose. Plus le temps passait, plus la relation de Maria et Joel se dégradait. En fait, tout a commencé en 2018. Cette année-là, Maria avait donné naissance à leur 2e fils que le couple avait décidé d'appeler Valentino. Mais bizarrement, juste après la naissance, Joel semblait avoir changé. D'ailleurs, selon ses proches, il semblait avoir perdu pas mal de poids et avait pris pas mal de muscles. Et puis avec ça, Joel a semblé commencer à prendre plus confiance en lui et a commencé à flirter avec des femmes un petit peu à gauche à droite. On voyait bien que même au travail avec les autres infirmières, il se montrait un petit peu taquin. En soi, il se comportait plus du tout
tout comme un homme marié et pour vous dire, il a même commencé à supprimer les photos de sa femme et de ses enfants sur ses réseaux sociaux. D'ailleurs, un petit peu plus tard, en 2018, les collègues de Joel ont remarqué qu'il s'était rapproché un peu plus d'une femme au travail. Vraiment, il ne parlait plus qu'à elle. Il s'agissait d'une infirmière en chirurgie qui s'appelait Janet. Après ça, les choses ont été assez vite. Joel et Janet ont commencé à se voir en dehors du travail et puis ils ont finalement entamé une relation amoureuse dans le dos de Maria et autant vous dire qu'il s'agissait d'une relation passionnée. Entre 2018 et 2020, Joel a emmené Janet un petit peu partout dans le monde et ils ont fait des voyages en amoureux en Espagne, en France et même encore en Grèce. Il faut également savoir que pendant ce temps-là, Maria pensait qu'il partait seul et elle restait à la maison en train d'élever leurs 2 enfants. Alors, Maria n'était pas bête, elle avait effectivement des soupçons sur le fait que son mari la trompait, mais je pense que d'un côté, elle voulait pas vraiment y croire. C'était comme si elle se voilait la face parce que pour elle, c'était vraiment impossible et elle voulait surtout pas que sa famille s'effondre. Mais finalement, au début de l'année 2020, ses soupçons vont malheureusement se confirmer. Maria avait en fait trouvé des billets d'avion pour l'Europe au nom de son mari et de Janet, donc son amante. Évidemment, là, elle ne pouvait plus nier le fait que son mari la trompait et elle a réellement eu le cœur brisé. Elle était totalement dévastée parce qu'elle se rendait compte que l'homme avec qui elle était mariée depuis 10 ans n'était pas réellement celui qu'elle croyait. Et avec tout ça, elle a malheureusement sombré dans une dépression et a donc commencé à consulter un thérapeute. J'ai pas vraiment trouvé d'informations sur comment était la relation entre Joel et Maria à ce moment-là. Je pense que Maria n'a pas dit grand-chose. Oui, à présent, elle savait qu'il la trompait, peut-être qu'il a essayé de lui en parler, mais ça restait un sujet assez vaporeux, le couple restait ensemble et c'est comme si Maria devait endurer simplement cette situation. D'ailleurs, pour essayer d'aller un peu mieux, Maria avait commencé à prendre des antidépresseurs, mais la situation restait malgré tout toujours très compliquée pour elle et évidemment on peut le comprendre. Une autre manière qu'elle a trouvée pour essayer d'organiser sa vie et ses pensées était de tenir un journal intime. Ce journal va d'ailleurs être assez important dans cette affaire parce que c'est grâce à ses écrits qu'on en sait autant sur ce qu'elle vivait dans son couple. Dans son journal, elle a écrit que malgré tout ce qu'elle traversait, elle espérait toujours qu'un jour Joel puisse changer et qu'il fasse tout son possible pour faire fonctionner leur mariage comme il l'avait promis. En soi, elle voulait pas croire que c'était fini et elle pensait que son mari s'était juste légèrement égaré. Sur l'une des pages de son journal, elle écrira d'ailleurs « Mes peurs, perdre ma famille, perdre mon mari, nuire à mes enfants, faire les mauvais choix ». Quand je lis ça, quand je lis les peurs qu'elle avait, je me demande si elle n'hésitait pas à divorcer. Je pense qu'elle avait besoin de partir, avait besoin de laisser son mari qui la trompait juste sous ses yeux, mais d'un autre côté, elle aimait ses enfants et elle voulait pas qu'ils aient des parents divorcés, que leur famille se brise, ils étaient encore très jeunes et je pense que c'est pour ça qu'elle restait avec son mari et c'est pour ça qu'elle se voilait encore la face et qu'elle espérait que Joel puisse penser comme elle et qu'il fasse lui aussi des efforts. D'ailleurs, quelques mois après ce fameux voyage en Europe avec sa maîtresse, les choses ont semblé aller mieux. Joel a emmené Maria à Las Vegas et l'a très clairement comblée de cadeaux. Il lui a même acheté des sacs Louis Vuitton qui coûtaient vraiment très cher mais dont elle semblait rêver. D'ailleurs, je le redis, mais Joel était infirmier anesthésiste et donc il gagnait pas mal d'argent. À ce moment-là, en tout cas, comme vous pouvez le voir, les choses semblaient aller un petit peu mieux et donc Maria commençait à reprendre espoir. Elle se disait que sans doute il avait quitté sa maîtresse et que maintenant les choses allaient s'apaiser. Elle écrira d'ailleurs dans son journal qu'elle sentait que Joel pourrait peut-être changer pour le mieux, mais bon. La vérité, c'est que Joel continuait à voir Janet, sa maîtresse, dans le dos de Maria. À présent, on va alors se plonger dans la journée du samedi 19 septembre 2020. À ce moment-là, Maria avait alors 31 ans et Joel avait 42 ans. Ce jour-là, Maria était passée en voiture devant la maison de Janet. Je précise qu'à ce moment-là, elle savait que c'était la maison de Janet, elle savait que Janet avait été la maîtresse de son mari, mais elle pensait donc que c'était terminé. D'ailleurs, je ne pense même pas qu'elle passait là pour surveiller, pour voir si son mari y était. Je pense qu'elle est passée devant la maison juste par hasard. Mais malheureusement, lorsqu'elle était en voiture, elle va quand même jeter un coup d'œil à la maison et c'est là qu'elle va voir dans l'allée
la voiture de Joël, la voiture de son mari. Là, je pense que ça a tout simplement été trop dur pour Maria et elle a décidé de prendre les choses en main. Elle s'est alors arrêtée, elle est sortie de sa voiture et elle a été sonnée à la porte de Janet pour la confronter directement avec son mari. Lorsque Joël est enfin sorti de la maison, eh bien Maria lui a lancé un ultimatum. Elle lui a dit que c'en était trop pour elle et qu'à présent il devait choisir, c'était soit elle, soit toute sa famille, soit il choisissait sa maîtresse Janet, mais il ne pouvait pas continuer à vivre cette double vie. Suite à cet ultimatum, Joël l'a regardé droit dans les yeux et il lui a dit qu'il choisissait Janet, donc sa maîtresse. De son côté, Janet était restée à l'intérieur et elle avait vraiment peur que les choses dégénèrent. Elle avait alors décidé d'appeler la police qui avait mis quelques minutes à arriver. D'ailleurs, une fois que les agents étaient arrivés sur place, eh bien Maria et Joël étaient déjà tous les deux partis. Mais bon, Janet a quand même parlé à l'agent de police, il lui a expliqué la situation, elle lui a dit qu'elle avait peur pour elle, mais qu'elle avait également peur pour Maria et Joël parce que vraiment, leur dispute semblait violente. Suite à ça, la police a alors décidé d'appeler Maria pour vérifier que tout aille bien. Lorsque Maria a répondu au téléphone, il faut savoir qu'elle était en voiture avec Joël et ça s'entendait, mais le couple était toujours en train de se disputer. D'ailleurs, l'enquêteur qui était donc au téléphone avec Maria entendait Joël crier, dire des méchancetés et il entendra même distinctement dire « Et je te parle en ce moment, raccroche le téléphone ». Au final, Maria a simplement dit au policier qu'elle allait bien et elle a raccroché. Alors oui, la police était un peu perplexe, mais selon eux, ça ressemblait à une simple dispute de couple basique et donc ils ne pouvaient clairement pas faire plus. Par la suite, Maria et Joël sont rentrés à la maison. Ce qui est assez dingue ici, c'est que Joël était en colère contre Maria, alors que clairement Maria n'avait rien fait de mal. C'est lui qui l'avait trompée, mais c'est lui qui criait sur Maria comme si tout était de sa faute. En fait, on aurait dit que Joël en voulait à Maria de l'avoir confrontée, de lui avoir posé un ultimatum, comme s'il lui en voulait de ne pas avoir continué à fermer les yeux comme elle le faisait depuis 2 ans. Pour vous dire, Joël était tellement en colère qu'il a frappé tellement fort dans le pare-brise de la voiture de Maria qu'il y a fait un trou. Et dites-vous bien qu'un pare-brise, c'est censé être très résistant. En tout cas, on ne sait pas comment s'est terminée cette dispute, mais Joël a été dormir autre part et Maria est restée à la maison avec ses 2 enfants. D'ailleurs, pendant toute cette dispute, je sais pas trop où étaient les enfants, peut-être chez leurs grands-parents, en tout cas ils n'étaient pas là, mais en fin de soirée, ils sont revenus à la maison et Maria est restée avec eux. Le lendemain, le dimanche 20 septembre, Maria a envoyé un SMS à Joël pour lui dire qu'elle allait engager un avocat pour régler la situation. Elle entendait donc par là qu'elle allait demander le divorce. Joël lui avait alors simplement répondu qu'il devait essayer et réussir à divorcer sans l'intervention d'un avocat parce que ça leur coûterait beaucoup trop cher. Mais bon, finalement, quelques heures plus tard, Joël a envoyé un nouveau message à Maria qui disait « Je suis tellement triste que j'ai mal à l'intérieur. Je veux m'asseoir avec toi pour parler sans me disputer, à cœur à cœur. » Bon, il semblait regretter et si on en croit le message, il voulait d'abord parler pour essayer de trouver une solution avant de directement envisager le divorce. Suite à son message, Maria a alors accepté de discuter et il s'était alors donné rendez-vous le lendemain, soit le lundi 21 septembre à 17 h à leur domicile. Maria, de son côté, était assez nerveuse et elle ne savait pas vraiment ce qui allait se passer lors de cette discussion. Évidemment, elle était en colère, elle était perdue, elle se sentait mal, mais d'un autre côté, elle espérait toujours que Joël la choisisse, qu'il décide de rester pour elle, mais aussi pour les enfants. Mais c'est vrai qu'elle se préparait aussi au fait qu'ils lui disent qu'effectivement, le mieux était de divorcer. Finalement, le lundi 21 septembre est arrivé et quelques heures avant que Joël n'arrive, Maria a envoyé un message à l'une de ses amies qui s'appelait Yasmine et elle lui avait écrit « Je te demande juste si tu peux prier pour moi, ce soir nous allons parler ». Yasmine lui avait alors répondu qu'elle allait prier pour elle. Ce fut malheureusement la toute dernière conversation que Maria aura avec son amie. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé ensuite, mais en tout cas quelques heures plus tard, à 1h30 du matin, Joël a appelé le 911. Il expliquera qu'il était chez lui et que sa femme Maria avait pris des médicaments prescrits sur ordonnance
et qu'elle ne respirait plus. La police et les secours n'ont pas perdu de temps et ils sont arrivés sur place à 1h40 du matin. La première chose que les policiers verront en entrant dans la maison, ce fut Joël qui se tenait en haut des escaliers près de la chambre principale. Il était habillé en tenue chirurgicale bleue et était en train de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire sur sa femme totalement inconsciente. Chose quand même importante à noter, c'est que les deux fils du couple étaient eux aussi dans la maison, mais qu'ils dormaient dans leur chambre qui se situait à côté et ils n'entendaient rien. Ils dormaient à point fermé, ils n'étaient pas du tout au courant de ce qui était en train de se passer. Et c'est peut-être mieux comme ça. En tout cas, dès l'arrivée des premiers secours, ils ont pris le relais et ont commencé la réanimation. Pendant ce temps-là, la police avait demandé à Joël quels médicaments Maria avait pu avaler et immédiatement, avant même de répondre, il s'était rendu dans la salle de bain à proximité. Là, il avait alors fouillé dans son armoire à pharmacie jusqu'à trouver un flacon de médicaments qu'il avait donné aux policiers. Il leur avait alors expliqué qu'il s'agissait de clonazepam, qui était donc un médicament uniquement fourni sur ordonnance. Alors, le clonazepam, c'est un médicament à base de benzodiazépine utilisé pour soulager les épisodes aigus d'anxiété et les crises de panique. C'est un médicament qui peut également être donné pour essayer de traiter l'épilepsie. Sur le flacon, l'agent de police a directement remarqué que les pilules avaient en fait été prescrites à Joël et non à Maria. C'est l'un des premiers éléments qui a perturbé les enquêteurs. Autre chose qui était quand même un petit peu étrange, c'est que le flacon avait été retrouvé dans l'armoire à pharmacie. Ça veut donc dire qu'après les avoir pris, Maria les avait rangés. En général, quand quelqu'un fait une overdose en prenant des pilules, le flacon de médicaments est toujours à côté de la victime. Pourtant, ici, pour une raison quelconque, Maria avait apparemment pris ses pilules et les avait rangées bien à leur place dans l'armoire. Clairement, on peut se demander pourquoi Maria les aurait remises à leur place si elle avait pris ses pilules elle-même. On le sait, c'est pas un comportement habituel et donc les enquêteurs ont directement eu quelques doutes. Suite à ça, Joël va être d'autant plus interrogé dans la cuisine et il va leur expliquer que ce jour-là, Maria et lui s'étaient donné rendez-vous pour discuter. Toujours selon Joël, après cette discussion, ils avaient eu une relation sexuelle et après ça, Joël était allé prendre une douche. Selon sa version des faits, toujours, il dira que lorsqu'il était enfin sorti de la salle de bain, il avait vu Maria endormie dans le lit et il n'avait pas voulu la réveiller et donc il était retourné au salon. Il dira qu'après avoir passé un petit moment dans le salon à faire on ne sait pas quoi, il avait finalement décidé de remonter à l'étage et d'aller voir Maria pour voir si tout allait bien et cette fois-ci, il aurait décidé d'essayer de la réveiller. Mais c'est à ce moment-là qu'il s'était rendu compte qu'elle ne répondait pas, il avait alors essayé de la secouer, elle ne bougeait pas, il avait essayé de voir si elle respirait, et c'est là qu'il a compris qu'elle ne respirait plus, qu'elle était décédée. Quand on y pense, c'est quand même un petit peu étrange, parce que si ce qu'il disait était la vérité, comment il avait pu savoir qu'elle avait pris des médicaments pour mettre fin à ses jours si ces médicaments n'étaient pas à côté d'elle mais bien rangés à leur place dans l'armoire? Je veux dire, si on en croit sa version des faits, il est juste monté à l'étage, l'a vue endormie dans le lit et a compris qu'elle ne respirait plus. À quel moment il a pu comprendre qu'elle avait pris des médicaments et que c'était ceux-là en particulier? Tout doucement, les enquêteurs commençaient à avoir de gros doutes sur lui et ils ont donc continué à l'interroger. Mais bon, Joël a continué à dire que Maria avait mis fin à sa vie seule et il a d'ailleurs expliqué aux policiers qu'elle ne semblait pas aller bien depuis un moment. Elle était selon lui très déprimée et il dira que c'était sans aucun doute pour ça qu'elle avait pris toutes ces pilules. En tout cas, les policiers qui l'interrogeaient semblaient perplexes. D'ailleurs, à un moment, l'un des officiers a remarqué que Joël agissait un petit peu étrangement et qu'il avait l'air un petit peu bizarre. De plus, il transpirait abondamment et avait vraiment l'air très nerveux. L'agent de police a alors regardé un petit peu autour de lui et il s'est rendu compte qu'en soi, personne ne semblait transpirer autant. Même les personnes qui faisaient de la réanimation sur Maria depuis plus de 2 heures ne transpiraient pas autant à grosses gouttes. De plus, il faisait pas particulièrement chaud dans la maison, donc vraiment, si Joël transpirait, c'était parce qu'il était stressé. C'était parce que voilà, il semblait très nerveux. Bon, malheureusement, les secours n'ont pas réussi à sauver Maria et dès qu'elle a été déclarée morte, son corps a été emmené auprès d'un médecin légiste parce que, tout de même, et je le redis, la situation semblait bizarre. Joël, de son côté, a été arrêté et il a été emmené au poste de police puis placé en état d'arrestation. L'autopsie a ensuite eu lieu 8 heures après la mort. Ce fut donc assez rapide parce que le but était que les médicaments
que Maria avait ingéré soit toujours bien présent dans son estomac. Mais vous allez voir, cette autopsie va venir révéler pas mal de choses très étranges. Le médecin légiste a déterminé qu'il n'y avait en fait aucun résidu de pilule dans l'estomac de Maria. Ça paraissait donc peu probable qu'elle ait avalé des pilules avant sa mort. Ça remettait alors toute l'enquête et la déclaration de Joël en question. Donc en gros, si Maria avait avalé les pilules telles quelles, on les aurait retrouvées dans son estomac. Le fait qu'elle ne soit pas là laisse alors penser que Maria aurait pu les ingérer différemment. Peut-être sous forme de poudre qui aurait pu être mélangée dans une boisson. Je précise que le médecin n'a pas dit qu'elle n'avait pas pris de médicaments, simplement qu'elle n'avait pas avalé de pilules comme ça tout rond. À partir de là, ça rend donc la situation d'autant plus suspecte, parce que clairement, si Maria avait voulu mettre fin à ses jours, elle se serait pas donné le mal d'écraser ses pilules, les mettre dans une boisson et prendre sa boisson. Ça voulait donc dire que peut-être quelqu'un avait essayé de dissimuler des pilules dans une boisson et lui avait donné. Mais attendez, parce que le médecin légiste va poursuivre son autopsie et à un moment, il va retrouver une petite marque rouge sur le bras droit de Maria qui ressemblait à une sorte de piqûre d'aiguille. En soi, ça ressemblait très clairement aux marques qu'on peut voir après une prise de sang chez le médecin ou lorsqu'on reçoit une piqûre ou quelque chose comme ça. La marque se trouvait d'ailleurs à l'endroit où les médecins font habituellement les piqûres. En soi, lorsqu'on fait une prise de sang, on l'a fait au niveau du pli du coude et c'est exactement là que se trouvait la marque de Maria. Donc, au final, l'autopsie a permis de comprendre que Maria n'avait pas avalé de pilule telle qu'elle, et ça, c'était une certitude. Elle était par contre effectivement décédée d'une overdose, et il semblerait que la substance lui ait été soit administrée à l'aide d'une seringue, soit par ingestion, mais à ce moment-là, les médicaments avaient dû être sous forme de poudre. À la suite de cet examen, la piste d'un homicide semblait de plus en plus se dessiner, mais pour en apprendre encore un peu plus, il fallait attendre le rapport toxicologique. Et ça allait quand même mettre un petit peu plus de temps à arriver. Au final, c'est après 4 mois d'enquête que le légiste va enfin recevoir ce rapport. Mais ça valait le coup d'attendre parce que vous allez voir qu'on va faire une grosse découverte. On va en fait se rendre compte qu'il n'y avait strictement aucune trace de clonazepam dans l'organisme de Maria. La version des faits de Joël, comme quoi elle avait pris ce médicament en particulier, était donc totalement fausse. Par contre, les examens ont démontré qu'il y avait dans l'organisme de Maria un mélange de 7 médicaments. Il y avait de la morphine, du démérol, du midazolam, du propofol, de la kétamine, de la lidocaïne et du Nacran. Il faut savoir que la plupart de ces médicaments ne sont pas accessibles aux gens normaux. D'ailleurs, même la plupart des infirmiers et autres professionnels de la santé ne sont jamais en contact avec ces médicaments, en particulier le propofol et la kétamine. En fait, les seules personnes qui y ont accès la plupart du temps sont les personnes qui travaillent spécifiquement en anesthésie. Et justement, il s'agissait du travail de Joël. Suite à ça, Joël a été accusé du meurtre de sa femme. Son procès s'est ouvert en 2023 et il a décidé de plaider non coupable en maintenant le fait que sa femme allait mal et qu'elle avait mis fin à ses jours. Sa défense s'est basée sur le fait qu'elle aurait malgré tout pu s'administrer toute seule ces substances et qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves qui démontraient qu'il était directement lié à la mort de sa femme. L'accusation, de son côté, a décrit Joël comme étant un maître manipulateur. Elle a d'ailleurs demandé aux jurés de se concentrer sur le fait que Joël, après la mort de sa femme, avait fait beaucoup pour essayer de dissimuler un maximum de preuves contre lui. Pour vous donner un exemple, après la mort de Maria, Joël a demandé à plusieurs reprises à ce que le corps de son épouse soit incinéré au plus vite. De plus, il avait falsifié des documents afin de pouvoir voler certains médicaments à l'hôpital où il travaillait, médicaments qui ont d'ailleurs été retrouvés dans le corps de Maria. Mis à part ça, l'accusation a également spécifié que lors de l'arrivée des secours, Joël faisait bel et bien un massage cardiaque à sa femme, mais qu'en revoyant les images et en se basant sur ce que les secouristes ont vu, eh bien il semblerait que ce massage cardiaque, il le faisait mal, ce qui est quand même un petit peu étrange pour un infirmier. Ça laissait donc supposer qu'il faisait semblant de réanimer sa femme
parce qu'en soi, il ne voulait pas réellement qu'elle s'en sorte. Au final, le 30 mars 2023, le jury a déclaré Joël Pello coupable du meurtre de sa femme, ainsi que d'avoir falsifié des preuves lorsqu'il a tenté de dissimuler ses traces. Pour cela, il a été condamné à la prison à vie ainsi qu'à 10 ans supplémentaires pour falsification de preuves et à une amende de 10 000 $. Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste affaire. Où en sont les enfants aujourd'hui? Je pense qu'ils ont été repris par leur famille du côté maternel. J'ai pas plus d'informations, je pense qu'ils ont quand même été assez protégés par la justice. Ils étaient quand même très jeunes. J'imagine que ça va être très compliqué pour eux de se construire en sachant que leur père a assassiné leur mère. C'est juste atroce, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette affaire. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air pour me dire que la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!